Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Arctic Race of Norway que j'ai regardé. J'étais pas parti foncièrement pour faire un débrief et puis je me suis dit tiens, la course a été un peu pas sympa. Puis cette année j'ai eu le temps de la voir, je me dis pourquoi pas faire une vidéo sur l'Arctic Race of Norway. Vidéo qui sera quand même plus courte que je pense que les vidéos habituelles top et flop. On fera un top, un flop, pas de bilan des bleus parce que j'ai intégré le bilan des bleus dans le top et flop. On va revenir sur cette course organisée par ESSO. L'Arctic Race of Norway, elle a été organisée à partir de 2013. L'idée, c'était un peu de surfer sur la médiatisation un peu de Tourusoft. C'est à l'époque où la Norvège était un peu comme le Danemark aujourd'hui, quand en termes de cyclisme, c'était une nation qui commençait à être pas mal. Il y avait Boasson-Hagen, il y avait Tourusoft, il y avait pas mal de bons coureurs norvégiens. Et puis on s'est dit, tiens, on va tenter de médiatiser. Et puis l'Arctic Race of Norway, en fait, a toujours eu un petit problème. Déjà, son emplacement dans le calendrier, qui a parfois changé. Parce qu'à une époque c'était avril, après ils l'ont décalé au mois d'août. Enfin voilà, c'était un peu particulier. Et puis aussi le fait qu'il y a aussi le Tour de Norvège, remporté je crois cette année par Remco Evenepoel, ce qui fait que ça a toujours fait, il y a toujours une concurrence entre ces deux courses, entre l'Arctic Race of Norway et le Tour de Norvège, parce que je rappelle que l'Arctic Race of Norway n'est pas le Tour de Norvège, ce sont deux courses différentes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, mais également dans d'autres disciplines. Je rappelle également qu'on va suivre la Vuelta sur la chaîne. Je ne sais pas si je ferai le tour du Limousin, mais peut-être également, et toujours les championnats européens. Et une grosse annonce dans le courant de la semaine sur des nouveautés sur un petit peu d'autres plateformes, mais ça j'en ai déjà parlé hier. L'Arctic Race of Norway, donc course atypique, parce que course atypique au niveau du paysage notamment, qui est magnifique au niveau des conditions climatiques. C'est vrai il faisait 40 degrés en France et en Norvège il faisait 10. C'est toujours aussi particulier, surtout qu'on n'est pas très loin du cercle polaire, parce qu'on utilise le nord de la Norvège pour cette course, donc du paysage magnifique. C'est aussi une course où il faut aimer le silence quand on est coureur, parce qu'il y a quand même de longs moments sans spectateurs, ce qui est toujours atypique même quand on regarde des courses. Je me souviens, on l'Arctic Race of Norway, mais même les courses dans les Émirats, quand on est dans des zones voilà, un petit peu désertiques, c'est vrai qu'il y a un facteur qui surprend, on va dire au départ, c'est le silence. Et ce qui fait que le silence, vous entendez le bruit de changement de vitesse, tous ces bruits-là que vous entendez beaucoup moins. Et pourtant, c'était pas Anthony Forestier à la réalisation, mais c'est quelque chose d'un peu différent, on va dire en termes d'ambiance. C'est assez atypique quand même cet Arctic Race of Norway. Et puis ouais, les paysages, c'est vrai qu'on a des étendues, des plaines absolument magnifiques. C'est encore très sauvage, la Norvège. Même si en termes d'organisation, ça a été folklorique, notamment sur la dernière étape où il y avait des gros soucis de chrono, ce qui fait que la Cofidis s'est fait un petit peu avoir avec ça, mais on y reviendra quand même là-dessus. Et puis que certaines années, les listes de départ étaient pas fameuses. C'est vrai que cette année, j'ai envie de dire que heureusement qu'il y avait les coureurs français, il y avait Ronewegen aussi qui a remporté une étape, mais c'est vrai que c'est les équipes françaises qui font quand même énormément sur cette course, qui viennent sur cette course, qui aident à ESSO. C'est vrai qu'on n'a jamais réussi à attirer 150 équipes au départ de cette Arctic Race of Norway. Et j'ai pas vu toutes les éditions. Parce que à certains moments ça tombait en mai ou un truc comme ça, et puis à d'autres moments c'est jusqu'au mois d'août. Des fois je faisais une petite pause que je fais beaucoup moins maintenant, peut-être à cause de la Covid, mais j'arrive à mieux, des fois voilà, au mois d'août tu pars en vacances, voilà, tu fais un stop à ce moment-là de l'année qui est beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu toutes les éditions, mais j'ai vu la première édition. Je peux dire que je fais partie de ceux qui ont vu la première édition de l'Arctic Race of Norway. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette course. On passe tout de suite au coureur au top. Ah, attaque de Marlou! Vous en avez l'habitude, coureur ou équipe au top. On commence avec la Cofidis. Certains vont dire, t'es complètement dingue, tu mets la Cofidis au top, les mecs ils n'ont pas gagné la course. Bon.
C'est sûr que ils n'ont pas gagné la course et qu'ils se sont fait avoir quand même sur la dernière étape. Alors d'un côté, c'est vrai qu'ils n'avaient pas les bonnes informations au niveau des chronos. C'est vrai on n'arrivait pas à savoir où était le groupe de poursuivants derrière les Knessoun pendant de nombreux kilomètres. Ils se sont retrouvés piégés aussi avec leur tactique d'avoir deux leaders, Zinglé et Lafay, parce que Zinglé s'est retrouvé presque piégé dans le deuxième groupe. Et puis, ça rappelle que Victor Lafay n'est pas encore au top physiquement. Certains ont dit que c'était des grosses erreurs stratégiques. Certes, en termes de stratégie, ça n'a pas été fameux. De là à dire que c'est une grosse erreur stratégique, non. Ils ont quand même pas fini 15e avec 10 mecs qui étaient devant. Ils ne sont pas les seuls à s'être fait avoir. Hein. Hugo Hull, à un moment, n'était pas bien placé non plus. Et puis Zinglé, par exemple, a eu un problème de vélo aussi juste avant l'entrée dans le circuit final, qui était un circuit final atypique. Et j'ai envie de dire que si on considère que Cofidis s'est fait avoir, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait avoir par Lek Nessoun qui est parti un petit peu tout seul en facteur. Donc ce sont pas les seuls. Mais ça a été un petit peu compliqué sur cette dernière étape. Malgré tout, d'un point de vue UCI, 185 points de marqués avec Zinglé et Lafay. Et puis on rajoute à ça 2 victoires d'étape. Voilà, donc ça fait 220 points, un truc comme ça de marqué pendant la semaine pour cette équipe Cofidis. C'est plutôt très bon en termes de points UCI. Ce qui est très intelligent d'être venu sur cette course et d'être venu sur cette course avec des ambitions. C'est quand même plutôt une bonne semaine pour la Cofidis entre le Tour de l'Ain et l'Arctic Race of Norway. Et puis Zinglé a montré ce qu'il sait faire avec un peloton un peu plus important que sur d'autres courses. Première année chez les pros, on parle beaucoup d'Arnaud Delis, qui certes fait une saison incroyable. On a parlé un petit peu de Bastien Trochon sur le Tour du Burgos. Il ne faudrait pas oublier Axel Zinglé, 3e des championnats de France, en ayant une stratégie peut-être qui était discutable du côté de Cofidis ce coup-là. Entre Benjamin Thomas et Axel Zinglé, mais vainqueur de la Route à Delhi, de Vitré, vainqueur d'une étape sur cet Arctic Race of Norway, et puis également des top 10. Donc c'est très bien ce que fait, vainqueur également du classement du sprint de cet Arctic Race of Norway. Et puis il va aller maintenant sur le Tour du Loup. Enfin voilà, il fait quand même une très belle saison, le Français, 2e du circuit de Wallonie, également 4e au général de cette course, 6e du Tour de Jura l'année dernière, 5e du Tour de la Sarthe également. C'est une belle saison, encore une fois, pour un mec qui en est dans sa sa première année complète chez les professionnels. Il fait du très bon boulot pour le moment, Axel Zinglé. C'est vraiment bien et c'est intéressant pour l'avenir dans cette équipe Cofidis parce que le profil puncher, on a Geschke, mais Geschke n'est pas tout jeune. Et là, on a un profil qui est intéressant. Là, on a vu, par exemple, sur la victoire qu'il remporte, c'est une victoire en costaud, une victoire où il s'est très bien débrouillé seul en plus. Il passe dans un petit trou de souris dans le final. Donc vraiment, c'est du bon boulot que fait pour le moment Axel Zinglé, et puis Victor Lafay, magnifique victoire d'étape sur l'étape numéro 3, où il s'est bien fait mal aux jambes. Après, Victor Lafay, il ne s'est pas encore remis de son virus, ou qu'il l'a fait passer complètement à travers du Tour de France. C'est pas évident pour Victor Lafay, une année qui est pas simple. Victor, c'est un coureur qui s'est toujours bien comporté sur l'Arctic Race of Norway, puisque l'année dernière il avait fini 3e de cette course, mais c'est vrai c'était sa course de reprise après le Tour de France qui a été donc encore une fois très compliqué. C'est vrai qu'il a eu une période difficile en mois de mai, mois de juin, mai, juin, juillet, où ça n'a pas été fantastique pour le coureur français. Et donc là, il veut retrouver un petit peu de forme. La Bretagne classique, il fait partie des coureurs sur lesquels il faudra des outsiders, pour moi, sur cette course française.
au mois d'août. Et puis voilà, il y aura encore pas mal de choses à faire pour Victor Lafay sur la fin de saison. C'est vrai que c'est une année qui est pas simple, mais c'est une année où il va apprendre, je pense, beaucoup. Et donc, belle victoire d'étape du côté de cet Arctic Race of Norway, parce qu'il a gagné en n'étant pas à 100%. Ça aussi, c'est fort quand même pour le coureur français. Et donc, belle semaine quand même de la Cofidis, malgré ce petit raté en fin de course. Mais ils sont tombés sur un deuxième très bon coureur, Andreas Leknesund. Leknesund, c'est un coureur qui a quand même changé dans sa manière de courir. C'est-à-dire que Leknesund, chez les espoirs, c'est un rouleur. C'est un mec qui est bon sur le contre-la-montre. Et puis, chez les pros, ça n'a pas forcément marché plus que ça. Depuis sa première année chez DSM n'avait pas été fantastique. Il avait du mal à passer du cap d'espoir à professionnel, à élite, on va dire, du côté de Leknesund. Et puis cette année, une très belle saison. 8e à Megève lors du Tour de France, vainqueur de l'étape de Arches dans le Tour de Suisse, vainqueur du général de cet Arctic Race of Norway. En plus, quand vous êtes norvégien, forcément, c'est une victoire qui va être importante pour lui. C'est la deuxième fois seulement qu'un Norvégien s'impose après Torusoft lors de la première édition. Et Andreas Leknesund, il est enfin devenu un vrai gros coureur professionnel intéressant. C'est un coureur puissant. Alors, c'est quand même surprenant, c'est coureur puissant, mais qui n'arrive pas à performer sur les contre-la-montre. Mais coureur qui est très puissant. C'est vrai que sur ces courses d'une semaine, pour moi, il y a vraiment un très bon profil. Plus un profil sur les courses d'une semaine que sur les courses de 3 semaines. Il a fait 11e également du Tour de Paris-Nice cette année. Donc on voit que c'est vraiment un coureur qui a un très bon profil de coureur d'une semaine. Sur 3 semaines, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est des coureurs qui vont être importants à l'avenir. Parce que les courses d'une semaine, c'est beaucoup de points UCI. Donc avoir de ce type de coureur-là à la Ion Izagirre, je dirais, c'est-à-dire des coureurs qui sont très bons sur une semaine mais qui ont beaucoup plus de mal sur des courses de 3 semaines, ça va être très important parce que pour les prochains classements UCI, c'est des coureurs qui auront des rôles importants à jouer dans les formations parce qu'un coureur comme lui, tu sais que sur une course comme ça d'une semaine, c'est 200 points UCI. Sur d'autres courses, il peut également être performant. Donc c'est bien ce que fait Leknesund. Et puis là, il a complètement renversé le classement général. Il a réussi ce que Pedrero n'avait pas réussi à faire lors de cette étape de Trondheim. Il est parti de très loin en prenant l'échappée. Il sort quand même complètement dans le final, mais il part au moins à 25 bandes de l'arrivée seul. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Leknesund sur un parcours qui était très exigeant dans le final. Avec cette côte qu'on prenait à 4 ou 5 reprises. Donc c'est vrai qu'il s'en est très très bien sorti Leknesund face à ses adversaires et il a renversé complètement la course et il s'impose vraiment. C'est Bioforce qu'a fait Leknesund et maintenant c'est devenu un petit peu une star du côté de la Norvège. Je pense Andreas Leknesund, il va avoir maintenant une vraie bonne réputation en Norvège. Et puis je termine avec un dernier coureur au top. J'ai resté Koretsky, 13e. On l'a vu un petit peu cette semaine, Victor Koretsky. C'est vrai que sur sa première partie de saison, ça n'avait pas été facile de passer de la route au VTT. C'est un choix risqué. Surtout qu'il le fait quand même à 27 ans, 26-27 ans. Donc c'est pas forcément facile. Rouler en peloton, trouver ses repères, et puis ça se passe de mieux en mieux. Et puis là, il fait 10e de l'étape de Trondheim, 13e au général de la course. Il a tenté certaines choses, je crois, lors de l'étape numéro 3, je crois me rappeler. Ça va un peu mieux, et puis c'est vrai qu'il lui avait, du côté de BNB, encore une fois, l'organisation et le staff. Vous savez, souvent, je critique BNB Hotel, mais je critique pas les coureurs, je critique surtout le staff. Là encore, c'est sa première année chez les professionnels. On l'envoie Paris-Nice, GPE3, à travers les Flandres, Tour des Flandres. On l'envoie quand même sur des très grosses courses, alors qu'il aurait fallu peut-être un peu plus le protéger, le mettre sur des courses de Pro Series, des courses françaises,
pour qu'ils prennent de l'expérience. C'est ça aussi qui a fait que Victor, on dit que son début de saison est compliqué. Oui, mais tu l'envoies quand même sur des World Tours. Compliqué d'être performant sur des World Tours quand tu n'as pas fait de route depuis très longtemps. Voilà, il faut l'avoir en tête, ça aussi. Donc, c'était pas très intelligent de la part de Jérôme Pinault et de son équipe. On voit que, par exemple, sa première victoire, c'est l'Alpe d'Isère Tour, qui n'est pas une victoire professionnelle parce que c'est un peu compliqué, mais les 2-2, selon que ce soit telle ou telle course, c'est pas toujours considéré comme des courses professionnelles. Et l'Alpe d'Isère Tour, étant donné qu'il y a la moitié du peloton qui est amateur, on considère que c'est une course amateur. Mais il a été très bon également là sur cet Arctic Race of Norway. Donc ça commence à progresser pour le français. Je ne sais pas quelle sera la suite de sa saison parce qu'il y a également les championnats du monde de VTT du côté des jets en France qu'il va préparer. Mais c'est intéressant de voir qu'il monte en puissance pour ces championnats du monde de VTT. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je commence du côté des bonnets d'âne avec Total Energy et surtout Mathieu Burgodeau. Décevant un petit peu Mathieu Burgodeau sur cette semaine, mais j'ai envie de dire c'est un peu collectivement que du côté de la Total Energy, on a peut-être un peu souffert. Alors, il y a eu Boissonhagen qui sur le sprint n'a pas été mauvais. Il finit fort même derrière Groenewegen, mais tu te dis que si l'équipe avait peut-être un peu mieux travaillé dans le final, ça aurait pu le faire. Quand on est dans une course, on n'est que 6, il faut collectivement vous soyez très fort. Et le problème de Total Energy, c'est que on a peu vu, par exemple, Fabien Grelier, on l'a un peu vu dans la dernière étape, mais ça a été assez confus, on va dire. On n'a pas compris totalement la stratégie de cette formation. Parfois, on envoyait des gens en échappée, alors que il y avait quand même un leader derrière. Donc, quand vous êtes que 6, vous envoyez un mec en échappée, ça veut dire qu'il y a moins de personnel pour aller bosser derrière. Donc, je trouve qu'en termes d'organisation chez Total Energy, c'était pas fameux. Et puis, Burgodeau, ça a été compliqué pour Mathieu Burgodeau. Alors, il a eu un Tour de France qui est compliqué. Peut-être qu'il a fini le Tour de France très fatigué. Pourtant, j'avais l'impression que ça allait mieux en troisième semaine. Mais ouais, on aurait pu s'attendre à un peu mieux pour le coureur français. Il a surtout souffert dans l'étape numéro 3. Alors, il finit 11e du général. Vous allez me dire, je suis sévère. Oui, mais parce qu'on attend beaucoup d'un Mathieu Burgodeau. C'est un coureur qui nous a montré une très belle chose du côté de Paris-Nice. Donc c'est sûr, c'est un coureur maintenant qu'on attend au top niveau. Coureur qui n'a pas renouvelé pour le moment du côté de la Total Energy. Donc peut-être que c'est un coureur qui a envie de voir ailleurs ou qui a des offres de d'autres équipes. Mais pour l'instant, sur ProCycling il n'est pas marqué comme coureur qui a renouvelé du côté de Mathieu Burgodeau. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça cogite un petit peu dans la tête et qu'on n'arrive pas à être performant parce qu'on a un petit peu la tête ailleurs, parce qu'on est sollicité peut-être par d'autres formations françaises du côté de Mathieu Burgodeau, parce qu'on a vu ce qu'il a fait sur Paris-Nice, qu'on a vu ce qu'il a fait également sur d'autres courses en France notamment. Mais c'est vrai que le mois de juillet, le mois de juin n'ont pas été faciles, surtout depuis le championnat de France. Le début de Tour de France, ça a été un petit peu compliqué. Et là, sur cette Arctic Race of Norway, je l'attendais un peu mieux. Autant Victor Lafay a performé, autant Mathieu Burgodeau était un petit peu plus en difficulté. Ça fait -6 pour le point JR. La Lotto, pourquoi ils sont pas venus? Enfin voilà quoi. Pourquoi tu fais le Tour de l'Ain, tu fais pas l'Arctic Race of Norway? En sachant que l'Arctic Race me donne plus de points que le Tour de l'Ain. Au niveau UCI, que tu as plus de chances de marquer des points sur l'Arctic Race que sur le Tour de l'Ain. Tim Wellens, par exemple, aurait été très bon. T'emmener Tim Wellens, pourquoi pas Caleb Ewan ou un sprinter sur cette course-là, tu faisais un tabac. Et puis non, en fait. Et puis non. Et tu dis que Movistar ne vienne pas, c'est normal, c'est pas le profil. Ils ont pas le profil de coureur qui peut être très performant sur cette épreuve-là, à part le coureur qui était avant chez Bahreïn. J'ai oublié son nom chez Movistar. Mais du côté de l'auto, ils avaient la capacité d'avoir une équipe performante sur cette course-là. Et quand tu vois en plus ce qu'ils ont fait sur le Tour de l'Ain, tu te dis pourquoi ils sont pas venus sur cette Arctic Race, quoi. Enfin,
chez l'auto, il y a un moment où il faut réfléchir. Là, tu as quand même un parcours qui est parfait. De l'autre côté, Tour de l'Ain, c'était pas bon. C'est Garcia Cortina, hein, je parlais du coureur espagnol, mais c'est vrai qu'à part Garcia Cortina, peut-être à Aramburu, ça aurait été compliqué du côté de la Movistar de faire une équipe complète très performante. Par contre, là, c'est quand même un peu une déception que l'équipe Lotto ne soit pas venue sur cette course-là, parce qu'il y avait quand même de quoi faire, de quoi être performant, de quoi faire une très belle course. Je poursuis du côté de Uno X, également très discret, l'équipe norvégienne, l'équipe scandinave, parce que j'ai un doute, je crois que c'est Norvège, hein, Uno X, c'est Norvège ou Danemark? C'est Norvège. Ça a été moyen. Pourtant, course à domicile. On les a souvent vus à l'attaque, enfin à l'avant de la course, plus qu'à l'attaque, à l'avant du peloton, mais c'était pas très. Enfin, c'était trop tôt. Parfois, c'était trop tôt. Parfois, c'était pas dans le bon timing. Parfois, ils se faisaient aussi renverser assez vite à l'avant du peloton. C'est dommage parce qu'ils étaient venus avec les deux frères Johannesson. Tobias, le grimpeur, Anders, qui est plutôt sprinter, qui avait également Martin Jørgenstad. Il y avait de quoi faire pour être performant. C'est vrai que ne pas réussir à domicile, c'est un petit peu plus dommageable. Alors, oui, j'ai dit une connerie. Anders, il est aussi un peu grimpeur. Il est plus puncher. Il y a une petite différence entre les deux, hein. Coureur. Même si je crois qu'il a une bonne pointe de vitesse, parce que je crois qu'il avait remporté une étape du Tour de l'Avenir qui était une étape toute plate, notre ami Anders. Non, c'était Champagnol. Donc c'était peut-être pas si plat que ça, l'étape de Champagnol. Je vais vérifier le profil parce que j'ai un doute à chaque fois. Oui, il y avait 2200 mètres, donc non, c'est plutôt un puncher. Anders, qui avait gagné ce jour-là devant Tobias. Les deux frères, hein, l'un devant l'autre. Mais oui, Puncha a quand même une bonne pointe de vitesse du souvenir que j'ai du Johannesson sur le Tour de Turquie. Mais là, ça n'a pas marché pour le coureur norvégien et pour les deux coureurs norvégiens, hein, qui ont fini assez loin. Ça a été une semaine difficile pour Tobias et Anders, qui n'ont pas réussi à performer avec le reste de l'équipe Uno X. Et puis je termine avec Bingol. Bingol, vous savez, je critique souvent BNB. On pourrait critiquer quand même quelques fois Bingol. C'est quand même une équipe, elle est en deuxième division depuis de nombreuses années. Et elle n'arrive toujours pas à être performante, cette formation. Ce qui est terrible, c'est une équipe qui est là depuis des lustres, sous le nom de Wallonie-Bruxelles. Enfin, ils ont des bons coureurs, ils ont des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse, mais ça performe jamais, quoi. Voilà, sur cette course, le premier coureur au général chez Bingol, il est 31e, c'est Johan Mintz, devant Luc Virgen et Tom Paco. Et au classement des sprinters, il n'y a que Virgen qui a marqué des points. C'est pas normal, quoi. C'est quand même une équipe de deuxième division. Les mecs, ils sont moins bien que Coupe, ils sont moins bien que Trinity. On les a moins vus que China Glory. C'est qu'il y a un problème à un moment, quoi. C'est des coureurs qu'on devrait voir beaucoup plus performants. Donc, ouais, je comprends pas comment cette équipe réussit encore à être en deuxième division au bout de 10 ans sans avoir vraiment performé du tout. C'est quand même une équipe qui, je trouve, est assez décevante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la Vuelta. Il y aura des vidéos de avant Vuelta. Il n'y aura pas de départ fictif parce que j'aurai pas le temps de le faire pour cette Vuelta. Mais on fera peut-être un départ fictif à la fin de la Vuelta ou peut-être au cours du mois d'août. Peut-être pour le classement UCI. On fera peut-être un départ fictif en vidéo de journée de repos sur la prochaine Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.